Une motte de terre ou une boule de cristal sont des choses ou des objets inertes. Un chêne ou un jaguar sont des êtres vivants. Le chêne comme le jaguar ont des parents. Et à certaines variations près, ils ressemblent à leurs parents. Dire que les vivants s'engendrent les uns les autres dans une grande chaîne, c'est dire aussi tout simplement que la vie, c'est de se reproduire, c'est l'engendrement. Une des grandes révolutions de toute l'histoire humaine se passe à peu près à la période qu'on a appelée le néolithique, où des ancêtres ont inventé l'agriculture. Et qu'est-ce que l'agriculture? Eh bien, c'est une pratique de la reproduction. On laboure, on sème et on récolte des plantes que l'on sème à leur tour, que l'on récolte et ainsi de suite. C'est bien une pratique de la reproduction. Et par conséquent, les premiers travaux, les premières idées qu'on peut avoir sur le vivant sont issues des pratiques agraires. On se souvient trop rarement que le mot paysan est le même mot que le mot paysage. Et dans leur activité de semer, planter, découper, ils définissent et ils sculptent et ils peignent le paysage, c'est-à-dire notre pays. Et la plus belle perception qu'on puisse avoir d'un pays, c'est de voir qu'il est le résultat des travaux de l'agriculture. Lorsqu'on dit « mon pays », ça veut dire l'habitat de nos paysans. Ce n'est peut-être qu'aujourd'hui que nos contemporains ont perdu contact avec l'agriculture, c'est-à-dire avec toute forme de vie, qu'ils vivent dans des villes, c'est-à-dire au milieu de l'inerte, du cristal, des murs et des rues. Et c'est pourquoi il faut dire que cette fin de siècle a connu une révolution probablement aussi importante que celle du néolithique, et donc il y a là une césure, une coupure dont on ne peut pas mésestimer les conséquences. Et la pensée de la vie, la pensée sur la vie, a été profondément transformée entre un moment où la vie était en phase avec l'activité et les pratiques agraires et le moment où les problèmes de la vie se posent tout autrement, c'est-à-dire de façon industrielle comme aujourd'hui. Anthony von Leeuwenhoek regarde une goutte d'eau avec son microscope et y compte 2 730 000 êtres vivants. Le monde des bactéries. Nous sommes le 16 octobre 1678. Et il est stupéfait tout d'un coup de rencontrer dans ce petit volume un fourmillement extraordinaire d'êtres vivants. Les êtres vivants étaient visibles et on ne s'était pas aperçu qu'il y avait des êtres vivants cachés. On change d'échelle. Nous sommes passés sur un plus petit théâtre. Il y avait le grand théâtre du visible,
qu'on pouvait voir, et tout d'un coup, un théâtre de l'invisible qu'on ne soupçonnait pas arrive. Leibniz, qui avait lu Leuwenhoek, il a tiré une conséquence qui touche le secret de la vie de façon tout à fait étrange. Parce que il est d'expérience coutumière de voir le cadavre d'un vivant se décomposer en éléments. C'est ça la décomposition cadavérique. Et donc Leibniz disait, qu'est-ce que la mort? La mort, et la mort c'est la vie. Pourquoi? Parce que nous étions un grand vivant et nous devenons une multitude de petits vivants. Qu'est-ce donc que la mort? C'est le passage à un plus petit théâtre. Il y avait le grand théâtre de la vie, mais la vie continue toujours, il n'y a pas de mort, nous passons simplement à l'échelle au-dessous. Et on s'interroge sur le statut de vie de ces petits animaux-là. Robert Hooke postule l'existence de la cellule comme élément de base de la vie dès 1665. C'est lui qui décrit les usages du microscope dans un ouvrage intitulé « Micrographia ». On voyait l'organe, ce qu'on ne voyait pas, c'est le tissu, et ce qu'on ne voyait pas dans le tissu, c'était la cellule. Et donc, à partir de ce moment-là, le problème de la reproduction ou de l'engendrement change de théâtre, change d'échelle, passe du visible à l'invisible et passe de ce qu'on peut voir au cachet. Comment nous reproduisons-nous? D'où viennent donc les vivants? D'où vient l'embryon? D'où vient la génération humaine? Et bien entendu, les savants se divisent en deux écoles opposées. Les uns croient voir dans le spermatozoïde la préformation de l'embryon, donc du corps humain, et par conséquent, ils seront vermistes ou spermatistes. On dira vermiste à l'époque parce que le spermatozoïde a la forme d'un ver. Et puis une autre école croit voir dans l'ovule la préformation de l'embryon et de l'organisme humain. Et ça donnera une école qu'on appellera les ovistes. Grande querelle entre les ovistes et les vermistes, les uns prétendant que c'est la femelle qui préfigure l'organisme humain, les autres prétendant que c'est le mâle. Et il a fallu, bien entendu, la sagesse d'un philosophe, Leibniz, pour dire qu'il est bien possible que la génération qui se fait à l'échelle du visible par l'alliance d'un homme et d'une femme se fait sur le plus petit théâtre, c'est-à-dire à l'échelle de l'invisible, par l'alliance entre le spermatozoïde et l'ovule, et il crée la solution la plus raisonnable qu'on appelle ovo-vermiste, qu'on appelait à l'époque ovo-vermiste. Ce qui montre qu'une querelle de savants est souvent une querelle de célibataires, c'est-à-dire que si vous prenez la thèse d'un côté et la thèse de l'autre, ce sont des célibataires qui ne feront jamais d'enfants, tandis que si vous les réconciliez, ça fait une thèse complète qui donne la vérité de la reproduction. Ce qui est en jeu ici, du point de vue de la vie, c'est deux éléments très importants. Premièrement, le passage du grand au petit, le changement d'échelle. C'est-à-dire le repérage qu'il y a des vivants qu'on appellera plus tard monocellulaires. Et deuxièmement, le nombreux. C'est-à-dire que le vivant pullule. C'est-à-dire qu'on peut découvrir dans un tout petit espace un très très grand nombre de vivants.
Et on n'avait pas encore repéré à l'époque la différence extraordinaire, la différence fondamentale qui sépare le sexe mâle du sexe femelle, toutes espèces confondues, c'est-à-dire aussi bien dans le règne de la flore que dans le règne de la faune. Or, cette différence sexuelle, c'est petit, nombreux pour le sexe mâle, gros et rare dans le sexe femelle. C'est-à-dire, l'œuf est toujours de grande dimension et en petit nombre, et la semence mâle est toujours en très grande quantité et de très petite dimension. Eh bien, ces deux caractéristiques séparent le mâle de la femelle, qu'il s'agisse du jaguar ou du chêne, qu'il s'agisse du règne animal ou du règne végétal, c'est la différence essentielle entre les deux sexes. Donc ce qui s'allie, c'est le petit au gros et le nombreux au rare. Leeuwenhoek observe avec son microscope la semence mâle. Que des êtres si petits puissent nager, s'agiter, vivre. Il n'y a pas autant d'hommes vivant à la surface du globe qu'il y a d'animalcules dans la laitance d'un seul mâle. Il y a une variété de fuchsia qui s'appelle Fuchsia AB Mendel. Le fuchsia est une fleur magnifique, originaire du Mexique, de l'Amérique du Sud, de la Nouvelle-Zélande, qui a été introduite en France en 1830 et qui a été nommée fuchsia par l'abbé Plumier en souvenir d'un botaniste allemand, nommé Fuchs, bavarois exactement, qui vivait au XVIe siècle. Et cet exemple-là montre que Mendel n'est pas seulement connu des savants pour ses fameuses lois, mais il est aussi connu des botanistes et des jardinières pour une variété délicieuse de fleurs. Mendel était le fils d'un agriculteur lui-même, relativement pauvre, né en Moravie, et lorsqu'il rentre au monastère, parce que, étant pauvre, il veut continuer sa vie scientifique, il n'y avait à cette époque-là que la vie religieuse qui le permette, se met à travailler dans son jardin comme un véritable agriculteur et il commence à croiser des variétés de pisum, comme on dit, c'est-à-dire de petits pois. Pourquoi les petits pois ? Eh bien, parce que lorsqu'on croise des variétés pour reconnaître dans ces produits les variations, c'est-à-dire les ressemblances avec les parents, il faut avoir des variétés relativement simples sur lesquelles les variations se lisent facilement. Et dans le cas des petits pois, il y a 2 ou 3 variables simples, la couleur, jaune ou verte, et la forme, lisse ou ridée. Deux graines jaunes et 2 graines vertes. Une jaune plus une verte égale une jaune. Une jaune plus une verte égale une jaune. Ces 2 jaunes, dites hybrides, mises ensemble, une jaune plus une jaune égale une verte. Et ainsi de suite, il y a là des comptes de jaunes et de vertes portant sur des milliers de graines. Ainsi, sur 8023 graines produites par 258 plantes hybrides, Mendel compte 6022 graines jaunes et 2001 graines vertes, soit 3 pour 1. D'un coup, une rigueur mathématique est donnée à des problèmes mystérieux et confus. Il y a là une proportion mathématique de jaune et de vert. Il y a là, racontée sous nos yeux, la reproduction des petits pois, leur hérédité.
Ou autre façon de dire les choses, vous prenez un petit pois jaune et rond depuis plusieurs générations, dit de souche pure. Vous prenez un autre petit pois, vert et ridé depuis plusieurs générations. Vous les faites germer, ils fleurissent. Vous vous arrangez pour que le pollen de l'un féconde l'ovule de l'autre, et vous obtenez des petits pois jaunes et ronds. Vous prenez alors 2 petits pois de cette première génération, et vous vous arrangez pour que le pollen de l'un féconde l'ovule de l'autre. Vous voyez alors apparaître des petits pois verts et ridés. Si maintenant vous prenez ces petits pois verts et ridés de 2e génération, et que vous les croisez entre eux, tous les petits pois à venir seront verts et ridés. Vous avez retrouvé une souche pure, vert ridé. Si les caractères extérieurs avaient bien disparu dans le descendant de première génération, les caractères génétiques, eux, ne disparaissent pas. Ils se transmettent d'une génération à l'autre, mathématiquement. C'est ce que découvre Mendel. Et cela sans même savoir que les caractères sont portés par des chromosomes, sans même savoir le nombre de chromosomes, 14 chez le petit pois, sans même savoir que les chromosomes existent. On le saura en 1888. C'est en 1865 qu'il se décide à donner une conférence pour le résultat de ses travaux, pour exposer le résultat de ses travaux. Mais il ne faut pas oublier, et on oublie souvent de le dire, que ces travaux ont duré 8 ans, qu'ils ont été arrêtés tout simplement par une épidémie de charançon qui a détruit les petits pois, et qu'en travaillant 8 ans, il a examiné entre 12 et 13 000 plants, c'est-à-dire 300 000 variétés de petits pois. Pourquoi ce si grand nombre? Eh bien parce que les lois de Mendel, c'est-à-dire les lois de l'hérédité, les lois de croisement, qui donnent tel et tel type de successeur à partir de tel prédécesseur, ne peuvent être découverts qu'à partir des grands nombres. Il ne faut pas oublier que Mendel n'était pas seulement un naturaliste, qui n'était pas seulement un biologiste, comme on dit maintenant, un généticien, puisque d'une certaine manière, il a inventé les lois de l'hérédité et qu'il passe pour l'inventeur de la génétique, mais il était aussi un très bon physicien qui avait suivi à Vienne des cours d'analyse combinatoire, d'arithmétique et de calcul des probabilités. Et ce qui est le plus important dans cette affaire, c'est que Mendel travaille au niveau du visible, et non pas de l'invisible, parce qu'il ne sait pas encore reconnaître les supports de l'hérédité, mais travaillant dans le visible, il travaille sur de très grands nombres pour avoir des lois statistiques. Et donc, les gens croient en général que c'est en regardant les petits pois qu'ils découvrent ces lois. Mais si c'était si simple, ça aurait été fait depuis très longtemps par tous les jardiniers. Ce qui frappe dans les lois de Mendel, c'est que peut-être pour la première fois intervient une sorte de langage mathématique, comme une sorte d'algèbre de l'hérédité. En général, lorsqu'on parlait de descendance, d'hérédité, de variation entre les parents et les enfants, on en parlait de façon qualitative par des descriptions. Tandis que là, il y a 2 choses. D'abord, le caractère expérimental, et deuxièmement, une sorte de quantification, une sorte de mesure, statistique bien sûr, une sorte d'algèbre de l'hérédité. Voilà le progrès amené par Mendel, du précis dans l'expérience et du rigoureux dans la formulation des lois. Lorsque Voltaire dit qu'il faut cultiver son jardin, il dit quelque chose de beaucoup plus profond qu'on ne le croit. Parce que, qu'est-ce que fait le jardinier dans son jardin? Il ne fait pas seulement que cultiver, ou que sarcler, ou qu'enlever les mauvaises herbes. Il croise les variétés, il croise les espèces. Et donc, on a l'idée qu'il crée de nouvelles variétés. Le jardinier dans son jardin est comme Dieu dans le monde.
Et lorsque la sagesse dit « je cultive mon jardin », il s'agit d'agriculture, c'est-à-dire de la reproduction, c'est-à-dire de l'engendrement, c'est-à-dire du secret de la vie, c'est-à-dire de la création. Chaque individu reçoit de son père et de sa mère une certaine quantité de gènes, dont l'ensemble constitue son patrimoine héréditaire. Les gènes forment des paquets, qu'on appelle chromosomes, et qui sont visibles dans le noyau cellulaire. Ces chromosomes sont au nombre de 46, 23 d'origine paternelle, 23 d'origine maternelle. Chaque enfant reçoit donc de chaque parent un lot complet de gènes. Quand se forment les cellules reproductrices, chacune d'elles ne reçoit que 23 chromosomes, soit un chromosome de chaque sorte. Elle reçoit donc un lot complet de gènes, où figure un gène de chaque sorte, qui peut être ou le paternel ou le maternel. Les gènes se combinent au hasard dans les cellules reproductrices, dont il se forme autant de sortes différentes que le hasard peut former de combinaisons différentes entre les chromosomes parentaux. Des enfants, dans des écoles, dans des jardins, à Paris, à Pékin, à Brazzaville, à Tokyo. Nous parlons de la reproduction, nous parlons de l'hérédité, nous parlons de l'héritage que les parents lèguent aux enfants. Et cet héritage est d'abord visible. Cet enfant ressemble à sa mère. Et puis, à mesure que la génétique avance, elle avance du visible à l'invisible. Dans le cas de Mendel, il en reste encore au visible. Tout comme si, dans l'hérédité, on n'était pas encore passé par le microscope de Leuwenhoek. Et pourtant, il est antérieur. Il s'agit toujours de classer les couleurs et les formes des petits pois. Et cela est visible. Ce qui sera très important par la suite, c'est qu'on va passer encore du visible à l'invisible. On va trouver la cellule génétique. À l'intérieur de la cellule génétique, on va trouver son noyau. À l'intérieur du noyau, on va trouver des chromosomes. À l'intérieur des chromosomes, on va trouver des gènes. À l'intérieur des gènes, on va trouver de l'ADN. À l'intérieur de l'ADN, on va trouver les 4 bases fondamentales. Mais tout d'un coup, il faut dire qu'on a inventé des supports de l'hérédité. Et à partir de ce moment-là, on avait des unités que l'on pouvait compter comme les caractères des petits pois de Mendel, et qui concordent tous au grand jeu de la reproduction, car c'est un grand jeu. C'est le jeu de l'amour et du hasard. Ce qui est capital dans cette affaire, et qui donne à Mendel une importance forte, c'est que Mendel, dans son calcul, avait brassé des cartes. Et il avait dit, il y a des caractères jaunes, verts, etc., et on va les combiner. Mais qu'est-ce qui se combine ? Eh bien, à mesure qu'on rentre dans les poupées russes de plus en plus petites, on trouve des éléments qu'on peut brasser. Et par conséquent, le grand mélange au hasard de ces bases ou de ces caractères devient au fond le mécanisme le plus profond de l'engendrement, de la reproduction et de l'hérédité. C'est-à-dire qu'au fond, lorsqu'un homme aime une femme et qu'à eux deux ils font des enfants, ils ne s'aperçoivent pas à quel point ils jouent aux cartes. C'est-à-dire il y a en eux non seulement des échanges de chromosomes, mais des échanges encore plus profonds dans les éléments essentiels qui font que des supports de caractère se brassent comme quand on mélange des cartes avant d'y jouer. Quand Mendel mourut le 6 janvier 1884, toute la ville de Brunn savait qu'une de ses notabilités venait de s'éteindre. Religieux, horticulteur, apiculteur, météorologiste, un amateur de sciences naturelles qui méritait largement sa renommée locale. Mais personne, ni à Brunn ni ailleurs, ne savait que cet homme avait inventé la génétique. Il faudra attendre 35 ans pour que les lois de Mendel soient reconnues et étendues à toutes sortes d'organismes vivants. À Paris, une autre histoire des sciences est en train de s'écrire. Un médecin déjà bien célèbre vient de fêter son anniversaire. Il a 61 ans,
le même âge à quelques jours près que Mendel. Il ne sait pas lui non plus que le père de la génétique vient de mourir. Il est occupé à tenter de vacciner des chiens atteints par la rage. Il n'ose pas encore expérimenter ses recherches sur l'homme. C'est Pasteur. Mendel était moine, mais il était aussi jardinier. Il s'occupait au milieu de ses plates-bandes et de ses serres. Il était donc encore agriculteur. Il plante et il sème et il récolte des petits pois. Pasteur ne s'occupe pas ou très peu de génétique, il s'occupe de la génération spontanée. Pasteur est le dernier des grands savants s'occupant du vivant qui se pose et résout des questions venant toujours du monde agricole. Il s'occupe de la fermentation du vin, puis ensuite des alcools. Et c'est là qu'il fait ses grandes découvertes de polarimétrie et de cristallographie. Ensuite, il s'occupe de la levure du pain, c'est-à-dire du problème de la levure. Ensuite, il s'occupe des maladies des vers à soie. Puis, il s'occupe de la rage des canidés. Ensuite, il s'occupe des vaccins. Et tout le monde a oublié aujourd'hui que vaccin vient du mot vache, n'est-ce pas? On disait à l'époque de Pasteur un virus vaccin, pour dire un virus issu de la vache. Il y a donc dans l'œuvre de Pasteur quelque chose qui fleure le vétérinaire. Avant d'être le médecin, il s'occupe de problèmes agricoles, le pain, le vin, le ver à soie, la maladie du charbon qui détruit à un certain moment le troupeau des moutons.
Pasteur est un grand homme parce qu'il est l'inventeur, dit-on, et on a raison, de la forme du savant contemporain. Mais il est le dernier des savants de l'âge agricole. Et quand on compare l'œuvre de Pasteur avec l'œuvre de ses successeurs à l'Institut Pasteur, qui porte son nom et qui porte très haut le flambeau de sa tradition, on voit que les grands inventeurs de l'Institut Pasteur aujourd'hui sont à l'âge industriel. Ils travaillent dans les laboratoires industriels sur des problèmes de type industriel. Tandis que Pasteur a voué sa vie à se poser des problèmes agraires. Et il est donc le premier d'une lignée, il est surtout le dernier de la lignée agricole. Et donc, c'est vrai qu'il est un agriculteur comme Mendel, parce que les problèmes du vivant se posaient pour eux dans la flore et la faune telles qu'elles se pratiquaient dans le monde paysan. Il était d'un village et il en avait gardé le monde.
Tout être vivant naît d'un être vivant. Le vin ne peut s'aigrir que si des germes ont pu y tomber. Là où il n'y a ni germe, ni œuf, ni ferment, il n'y a ni naissance, ni fermentation, ni putréfaction. La découverte de Pasteur consistera à dire « le vivant ne provient que du vivant ». Et cela va être démontré à la suite d'une querelle qui a touché tout le monde scientifique, non seulement en France, mais dans le monde entier, qui a opposé deux grands champions, Pouchet, qui était professeur à Rouen, et Pasteur, qui était professeur à l'École normale supérieure. Ce que Pouchet disait, c'est qu'en mettant en milieu clos les détritus, en les faisant bouillir, en les faisant passer au four, c'est-à-dire en enlevant au départ toutes sortes d'êtres vivants, tout de même les êtres vivants apparaissaient. Et chaque fois, Pasteur faisait une expérience où il montrait que le système clos de Pouchet avait un trou par lequel passait quand même du vivant. Le premier était hétérogéniste et Pasteur était homogéniste, c'est-à-dire il cherchait à démontrer que seul le vivant produit du vivant. Et bien entendu, il a gagné, mais comme toutes les querelles, elles nous laissent sur notre faim. Pourquoi? Eh bien parce que il est vrai que Pasteur a raison. Il est vrai que l'étude du vivant par Pouperus va de plus en plus vers le petit, le microscopique. C'est-à-dire que le secret de la vie gît dans le microscopique. Et donc Pasteur bat Pouchet sur l'observation et l'expérimentation sur le très petit. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il a découvert, inventé et fondé la microbiologie. Autant Pouchet s'est trompé, parce que sur le fumier, les déjections, quel que soit le traitement calorifique ou chimique qu'on puisse faire sur lui, jamais le vivant ne viendra. Autant au niveau tout petit, où Pasteur prend les choses, et même au niveau encore plus petit, l'hétérogénie va de nouveau poser son problème. C'est-à-dire, d'où vient le vivant de nouveau? Eh bien, pour régler ce problème, on est obligé de passer par la formulation de l'hétérogénie, c'est-à-dire par Pouchet. Et les savants aujourd'hui considèrent que le premier élément vivant, ça serait par exemple cette grosse molécule qu'on appelle la protéine ou quelquefois l'ADN, mais comment s'est-elle constituée? Réponse, mais elle a des constituants chimiques. Question, est-ce qu'à partir d'un mélange, d'une préparation, d'une soupe qui contiendrait ces éléments chimiques, certaines conditions, circonstances de température, de pression, d'électricité, etc., ne pourraient pas contribuer à former tout d'un coup cette macromolécule qui serait le début du vivant. Ce qui montre que dans la polémique qui oppose Pouchet à Pasteur, Pasteur avait raison, mais Pouchet n'avait pas tort. La vie, des nuages de poussière, des nuages d'eau, des arbres, des fleurs, des champs de blé ou de maïs, poussés, pliés par le vent qui souffle les pollens, qui souffle les moindres organismes, qui souffle l'air d'un champ à un autre, d'une région à une autre, d'un continent à un autre. Il y a des champs de bleuets là où tout n'était qu'herbe verte, il y a des plantes venues d'Afrique en Amérique du Sud, soufflées par le vent. Mais surtout cette certitude,
il y a des microbes dans l'air, et donc toute chose vient d'autre chose. Il n'est rien de spontané. Le ciel étoilé, des galaxies, des comètes, des planètes vues par les plus puissants télescopes du monde, vues par les sondes dont certaines ont quitté notre système solaire. La vie venue de l'espace, comment des éléments organiques complexes, observés dans des nuages intersidéraux, auraient pu voyager dans l'espace, dans le noyau de comètes? Comment une partie de ces composés aurait pu être récupérée par l'environnement terrestre lors d'impacts météoritiques? Ce sont des spores, organismes vivants microscopiques, capables après dissémination de donner un nouvel individu. On les trouve en particulier chez les bactéries. Il faudrait à des spores de bactéries éjectées de la Terre 14 mois pour quitter le système solaire et 9000 ans pour atteindre Alpha du Centaure, l'étoile la plus proche. Comment résister au voyage? À moins de 100 degrés Celsius, de tels spores gardent très longtemps leurs propriétés vitales. La vie, hors de la Terre, dans l'espace? L'origine de la vie suppose aujourd'hui qu'il n'y ait pas de différence entre matière inerte et matière vivante. La matière vivante serait le fruit de longs, très longs processus chimiques. Un caillou, un brin d'herbe, un chat, nous-mêmes, ce sont les mêmes choses? Nous ne le savons pas. Mais si nous savions répondre à la question « Quelle est cette différence ?», alors nous serions peut-être prêts de déchiffrer ce qu'on a appelé le secret de la vie. Actuellement, des savants plongent tout à fait au fond de la mer pour essayer de chercher et de résoudre cette question qu'on appelle aujourd'hui celle de la soupe prébiotique. De la même façon que tout à l'heure, on a descendu des échelles par poupées russes encastrées, du visible vers l'invisible et du grand vers le petit. De la même façon, il y a là une sorte de plongée vers les origines, et que maintenant, on est à la fois dans l'espace en faisant de l'exobiologie ou au fond des mers pour la chercher. Ici, au fond de l'océan Pacifique, au large des îles Galapagos, des scientifiques recherchent cette soupe prébiotique. Il y aurait là de l'hydrogène, de l'azote, de l'oxyde de carbone, du dioxyde de carbone et des volcans sous-marins qui pourraient être à l'origine de molécules organiques, à l'origine de la vie. Alors il y aurait un rapport entre l'inerte et le vivant. Alors ce que pensait Virgile, ce que l'on pensait depuis l'aurore des temps, pourrait être vrai? Au creux de certains sols ou certains peupliers morts, Virgile pensait qu'il existait des sortes de détritus à partir desquels les œufs des abeilles et les abeilles naissaient. C'était dire que, alors, du règne végétal sortait le règne animal. Mais qu'on pouvait imaginer aussi qu'à partir de certains détritus ou certaines fermentation ou certains agglomérats d'objets inertes pouvaient naître des êtres vivants et en particulier des microcellulaires, des monocellulaires. Les abeilles qui naissent dans le creux d'un arbre sont liées à l'histoire d'Orphée et d'Eurydice parce que Eurydice est morte parce qu'elle fuyait devant les avances de son amant et qu'elle est tombée d'abord sur un serpent qui l'a piquée, puis sur des abeilles qui l'ont piquée. Bref, elle a été empoisonnée par des venins et elle en est morte. Et donc Orphée va chercher Eurydice aux enfers. Et ce qui est intéressant, c'est que d'abord on nous dit que les abeilles sont nées du creux du sol, mais on nous dit après qu'Eurydice sort de la terre des enfers. C'est-à-dire que de cette terre-là sort un corps vivant. Et donc c'est deux fois une histoire d'hétérogénie. C'est-à-dire, c'est à la fois une histoire de la création des abeilles à partir
des déchets pourris du sol, mais c'est aussi la résurrection, pas la résurrection, la production d'un corps vivant à partir de la terre. Orphée, avec son chant, fait venir Eurydice des enfers. Ça veut dire qu'elle sort du centre de la terre, du creux de la terre. Elle sort de son enterrement. Donc elle est née de la terre. D'ailleurs, le mot humus, en latin, veut dire la terre, mais homme.